Je vous propose qu'on commence. Merci à tous, merci à toutes d'être présents. On va commencer ces masterclass. Alors, on est ravis de cette première édition donc les rendez-vous experts Région Pépite. C'est une première expérimentation. L'idée, c'était de mettre à disposition une quarantaine d'agents de la région Île-de-France dédiés sur des thématiques, sur leur propre thématique, du coup, sur les sujets économie circulaire, aide aux entreprises, incubateurs, santé. Et l'idée, c'était sur ces rendez-vous de 20 minutes qu'au-delà des aides aux entreprises que propose la région, ces derniers puissent vous aider et vous donner des conseils pour le développement de votre projet. Je m'appelle Soufiane Carcaillet, je suis en charge des thématiques entrepreneuriat étudiant à la région Île-de-France. On a autour de cette table Anna Amado, la coordinatrice des Pépites Île-de-France, Clara Lisier du projet Beauty Glue et Mathieu Lécuyer du projet Air Pur. Alors, la politique, en fait, cet événement s'inscrit dans le cadre de la politique régionale en faveur de l'entrepreneuriat étudiant. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on travaille, qu'on a développé cette politique. Donc, les entrepreneurs représentent un fort potentiel d'innovation et de croissance pour l'Île-de-France, et l'idée, c'était aussi, au-delà de l'attractivité des campus, aider les jeunes à monter leur projet. On finance depuis maintenant 5 ans les pépites. On intervient à différents niveaux d'intervention pour donner la possibilité aux étudiants entrepreneurs qui ont le statut de concrétiser leur projet. Pour info, depuis 2016, les aides régionales qui couvrent la sensibilisation, la maturation et l'accélération bénéficient à 650 projets qui impliquent à peu près 1400 étudiants entrepreneurs pour un budget d'1,6 million d'euros. Voilà. Alors, du coup, je disais qu'on avait Clara et Mathieu. Anna, je te laisse commencer. Peut-être parler des pépites pour les agents de la région qui seraient connectés et puis commencer les questions à Clara et Mathieu. Oui, bien sûr, merci Sofiane. Donc voilà, je suis Anna Amado, chargée de coordination Interpépite Île-de-France. Et donc c'est quoi Pépite? Initié par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 2014, Pépite France fédère les 33 pépites. Et pépites, c'est des pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat qui sont répartis sur tous les territoires français. Les pépites ont pour mission de renforcer la culture entrepreneuriale et une innovation dans les enseignements supérieurs. Et en même temps, on ouvre des actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement. Nous sommes chanceux, en Île-de-France, nous avons 8 pépites réparties sur toute la région Île-de-France que soutiennent les étudiants de l'enseignement supérieur et les jeunes diplômés aussi dans leur aventure entrepreneuriale. Ces 8 pépites s'organisent en collectif, dont le nom Les Pépites Île-de-France, pour réaliser aussi différentes actions sur des axes stratégiques avec le soutien notamment de la région, comme Sofiane l'a évoqué. Voilà. Et je suis disponible pour échanger après, si vous souhaitez, sur les actions qu'on mène ensemble. Donc, peut-être qu'on peut passer, Sofiane, à notre masterclass proprement dit. Donc, on va commencer cette masterclass par une présentation de chacun de nos entrepreneurs. Je vous demande de nous parler de vos parcours depuis que vous êtes étudiant entrepreneur, où vous êtes maintenant, vos clients, vos nombres d'employés. Et voilà, si Clara, tu veux bien commencer, on t'écoute. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Clara et je suis cofondatrice de Beauty Glue. Chez Beauty Glue, on a pour ambition de préserver la beauté et le premier produit qu'on a développé, c'est un coffret beauté réfrigéré. Donc, c'est un appareil qui est doté d'une technologie brevetée et d'une température réglable entre 8 et 14 degrés Celsius pour préserver les principes actifs des cosmétiques, booster leur efficacité et maximiser la sensorialité. Alors, peut-être que certains d'entre vous se disent « Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Depuis quand faut-il placer les cosmétiques au frais ?» Eh bien, il faut savoir qu'il y a plus d'une femme sur 5 qui place ses cosmétiques au réfrigérateur en Europe. J'en faisais d'ailleurs partie. C'est vrai qu'il y a de nombreuses marques de cosmétiques qui le recommandent également, sauf que le réfrigérateur qu'on connaît tous n'est pas adapté, puisque vous avez une température qui est trop basse et qui dénature les produits cosmétiques. Il y a aussi un risque de contamination croisée avec les bactéries alimentaires. Et puis enfin, c'est pas pratique puisque personne n'a de frigo dans sa salle de bain. Donc nous, chez Beauty Glue, on a voulu créer le meilleur environnement pour les produits cosmétiques. Aujourd'hui, on est soutenu par les leaders de la beauté et du luxe, puisqu'on est accéléré par L'Oréal et LVMH. Et on équipe également de nombreux instituts et de très grandes marques comme Dior ou encore Biologique Recherche. On a récemment lancé une gamme d'outils de beauté pour affermir et sculpter le visage. Donc, on développe la gamme aujourd'hui. Et on est disponible au sein d'enseignes comme les Galeries Lafayette, le BHV, Publicis Drugstore, Fil Unique et autres.
Aujourd'hui, après avoir vendu plusieurs dizaines de milliers d'unités, on a finalisé une levée de fonds de 2,7 millions pour pouvoir répondre à une demande grandissante. On vient d'ouvrir une seconde usine en France pour pouvoir augmenter nos capacités de production et on est fiers de contribuer à la réindustrialisation de la France à notre échelle. Et pour repartir un petit peu sur le début de l'histoire, moi j'ai commencé en tant qu'étudiante entrepreneur puisqu'en fait j'ai créé Beauty Glue à la sortie de l'école. Voilà, j'ai eu mon master et je me suis lancée directement dans l'aventure entrepreneuriale. Ah, ton micro est coupé, Anna. Merci, Pardon. Claire. Ça arrive toujours, ces petits contretemps. Bon, on va peut-être entendre, merci Clara, d'ailleurs, et on va entendre Mathieu qui va nous parler un peu de son parcours. Merci Anna, bonjour à tous. Moi je suis Mathieu Lécuyer, je suis cofondateur de la startup Air Pur avec Flavien Hello. Nous, on est une société qui développe des technologies de filtration de la qualité de l'air et de la pollution de l'air depuis 2016. Aujourd'hui, on a pas mal avancé. On est une trentaine de personnes chez Air Pur. On a vu plus de 70 000 produits et on est en phase de levée de fonds, nous aussi, pour nous permettre d'accélérer au niveau international. On est passé par différents stades d'incubation, que ce soit le Pépitésame, que ce soit ensuite les incubateurs qu'on peut retrouver à Station F. On a fait l'incubateur HEC, on a fait le programme d'accélération de la région Île-de-France aussi, drivé par le School Lab. On est rentré aussi chez Ashoka, on a fait un petit peu le tour de Station F et on y est toujours, puisqu'on a nos bureaux directement aujourd'hui en privé à Station F, parce qu'on s'y trouve bien, voilà, donc, et que ça rentre. On a ouvert dernièrement une usine dans le sud de Paris, à Longjumeau, dans lequel on fabrique nos propres technologies de filtration et où on a installé nos laboratoires pour nous permettre de continuer à évoluer sur ces nouvelles technologies qui sont intégrées aujourd'hui dans des masques filtrants. Donc on était déjà sur ce domaine-là avant la crise. C'est vrai que la crise nous a chamboulé énormément en termes de cadence et en termes d'accélération. Donc on est fiers d'avoir pu apporter des aides à la région quand c'était vraiment compliqué pour eux. Et aujourd'hui, l'environnement de nos produits évolue puisqu'on transfère nos technologies de filtration dans des dispositifs de purification de l'air qui ne sont plus des masques et donc qui peuvent venir interagir dans des secteurs d'activité encore plus différents. Aujourd'hui, on est une société qui a 90% de son activité B2C, majoritairement vendue en ligne, et on travaille 10% en B2B sur des produits spécifiques professionnels qu'on vend aux forces spéciales, à l'armée et à certaines unités d'élite dans des environnements qui sont assez contraints. Donc voilà, aujourd'hui, on a pas mal évolué. C'est vrai que l'eau a pas mal coulé depuis notre passage aux pépites et on serait ravis de pouvoir répondre à vos questions et encourager bien sûr de rejoindre les pépites car ça nous a beaucoup aidé pour le lancement. Voilà. Bah justement, Mathieu, tu fais une très bonne transition. Vous, tous les deux, vous êtes sur des projets et des produits qui sont hardware et donc du coup qui mettent énormément d'années à se développer entre différentes phases de R&D, le financement et ce qui va avec. Qu'est-ce qui vous a motivé tous les deux à entreprendre alors que vous étiez étudiants, sachant la route aussi qui longue qui était devant vous? Qui veut commencer, Clara peut-être ou Mathieu? Après toi, Clara. Vas-y. Allez, c'est parti. Bah, écoute, c'est vrai que moi déjà j'étais très intéressée par l'entrepreneuriat puisque je me suis spécialisée dans l'entrepreneuriat. J'ai fait une école qui s'appelle l'école des dirigeants et créateurs d'entreprise, qui est une école de commerce, qui m'a d'ailleurs fait découvrir les pépites et c'est grâce à mon école justement que j'ai pu être en relation avec les pépites et pouvoir bénéficier ensuite de l'incubation à Station F avec le programme de la région. Et donc après je me suis spécialisée dans un master en management entrepreneurial, donc voilà, j'étais vraiment plongée dans l'entrepreneuriat d'un point de vue pratique théorique, pardon, et j'avais vraiment envie justement de voir l'entrepreneuriat de manière pratique, surtout que mon associé, donc Florian Ménard, lui, il avait créé déjà sa première boîte à l'âge de 20 ans. Donc lui, il était vraiment dans la partie pratique pure. Donc on avait vraiment, voilà, il y avait vraiment une appétence pour l'entrepreneuriat déjà. Et c'est vrai que voilà, on avait vraiment envie de pouvoir répondre à un besoin en proposant un produit qui soit durable et innovant.
Et c'est la raison pour laquelle on a créé Beauty Glue. C'est vrai que c'est pas simple de pouvoir concevoir un produit industriel high-tech en interne comme on l'a fait. Et que la route a été longue, mais on est vraiment ravis de cette aventure. Merci. Mathieu, si tu veux continuer, rebondir. Nous aussi, c'est vrai qu'il est très difficile de concevoir un produit hardware, surtout quand on a très peu de moyens. Il faut user vraiment des meilleurs tricks et meilleures idées que vous pourriez avoir pour essayer de gagner du temps, parce qu'on sait que le moindre développement, le moindre moule, le moindre réalisation 3D, aussi partenaire qu'on doit payer pour arriver à ses fins est très cher. Donc nous, on est parti, c'est simple, avec du scotch et de la colle, donc pour faire nos protos. C'est quand on démarre et c'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher. Après, il ne faut pas oublier de s'entourer. C'est sûr quand on est rentré aux Pépites, on a très rapidement eu l'occasion de rentrer en relation avec des incubateurs qui étaient spécialisés dans l'accompagnement des produits hardware. Nous, c'était l'incubateur des arts et métiers, là où Clara de Beauty Glue y est passée aussi. Et réussir à s'entourer des personnes qui peuvent tout simplement vous aider à obtenir des bourses, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre dans ce type de projet. Et il ne faut surtout pas le négliger. Je pense que même pour un créateur d'entreprise, malgré le fait qu'il doit s'occuper de son produit et de là où il veut l'amener, il doit d'abord s'occuper de comment réussir à ramener le plus d'argent possible pour pouvoir arriver à ses fins. Et c'est vrai que ça sera l'occasion des discussions par la suite, Sofiane, comment réussir à récupérer ses sous pour arriver à terme de son projet. Merci à tous les deux. En tout cas, bravo pour votre parcours, parce que c'est vraiment impressionnant. Anna, du coup, je te laisse la main. On va continuer sur les mêmes lignes. On a parlé d'une route longue, de peu de moyens. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus des difficultés rencontrées dans vos parcours en tant qu'étudiant entrepreneur et quels sont les écueils à éviter pour transmettre à tous ceux qui nous écoutent? Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de difficultés quand on entreprend, et notamment quand on entreprend en étant jeune, parce que forcément, on n'a pas forcément les ressources financières pour pouvoir mener à bien un projet. Donc, il va falloir pouvoir trouver de l'argent. Comme l'a dit tout à l'heure Mathieu, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Nous, on a réussi à industrialiser un produit sans lever des fonds. En fait, la levée de fonds s'est faite après l'industrialisation, parce que c'était vraiment important pour nous d'augmenter la valorisation de l'entreprise avant de faire rentrer des investisseurs au capital. Donc ça a été vraiment un premier challenge, parce que forcément, quand on crée un produit, il y a aussi tout ce qui vient autour. Donc bien sûr, il y a la création des moules, tout ce qui va être recherche et développement et autres, mais il y a aussi la protection industrielle. Voilà, c'est vraiment très large, et donc il y a beaucoup de dépenses. Donc c'est important de pouvoir réussir à trouver de l'argent. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup été accompagnés par la région Île-de-France, donc on est vraiment satisfaits. Et aussi, c'est aussi important de bien s'entourer. Nous, on a commencé par l'incubateur des arts et métiers, comme l'a dit Mathieu, parce qu'en fait, on avait justement au départ une problématique qui était un petit peu plus axée sur le produit et la technologie. Ensuite, on a rejoint l'incubateur de Pépites à Station F avec la région Île-de-France. Puis, on a intégré l'incubateur de L'Oréal et enfin l'incubateur de LVMH. Et c'est vrai qu'en fait, ce choix des différentes structures d'accompagnement s'est fait en fonction de notre étape et de notre niveau d'avancement. Donc, c'est super important de choisir vraiment des structures qui sont adaptées au niveau d'avancement du projet, et surtout ne rien lâcher, parce que forcément, on est toujours confronté à des difficultés et qu'il faut s'accrocher si on croit à son projet. Merci Clara. Mathieu? Nous aussi, très intéressant. On a essayé de se focaliser sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'au début, on a beaucoup été approché dans la création de l'entreprise par des accompagnants, des avocats, des gens qui vous disent de faire pour la création d'entreprise et autres. Autant vous dire, nous, on a payé 0 avocat. On a pris des statuts de potes, on les a posés, on à l'arrache. On n'a pas du tout payé 1 centime pour tout ce qui était le juridique et l'administratif. Pourquoi? Parce qu'on avait un seul objectif, c'était de tout mettre dans le projet et dans le produit qu'on allait sortir. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vous diront « Ah non, il faut que ce soit carré, etc. » Je vous avouerai que quand vous vous lancez et que votre boîte elle a 6 mois, elle vaut 0 €. Donc dans tous les cas,
que vous ayez des papiers ou pas, c'est pas grave. Et aujourd'hui, quand je vois le prix des avocats qui vous demandent 2 000, 3 000, 5 000 euros pour créer des entreprises et vous accompagner là-dessus, laissez tomber, demandez-moi, je vous enverrai des statuts et ça ira beaucoup plus vite. Si je peux vous aider déjà sur ça. Après, derrière, c'est des tricks. C'est comme dit Clara, c'est bien, c'est trouver des incubateurs et des personnes qui vont pouvoir vous aider à accélérer au plus vite. Aujourd'hui, il y a énormément d'aides du gouvernement et de l'État qui vous aident à faire évoluer votre projet, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau des étudiants entrepreneurs, que ce soit au niveau des super incubateurs comme Station F ou sinon de il y a Paris Région, il y a dans le Val-de-Marne, il y a aussi tout autour de Paris des incubateurs qui vous accompagnent là-dessus. Il faut réussir à s'entourer au maximum de personnes qui vont pouvoir vous aider et vous challenger, puisque si vous restez seul à vous confronter à vos idées, vous prendrez forcément des choix qui ne sont pas spécialement les bons pour l'entreprise. Pour vous dire, nous, je crois qu'on a été depuis le début dans une trentaine d'enceintes d'accompagnement, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau des mentors, que ce soit au niveau des groupes de travail d'entrepreneurs, tout simplement pour confronter nos idées et nous permettre de travailler notre réseau et prendre les meilleurs choix. Donc aujourd'hui, n'ayez pas peur d'avoir une bonne idée et de croire que quelqu'un va vous la piquer. Au contraire, allez en parler au maximum de personnes autour de vous pour vous prendre des claques et faire évoluer cette idée. Dans tous les cas, si vous avez la meilleure idée du monde et que vous la dites à quelqu'un, n'ayez pas peur que quelqu'un crée ce projet-là, puisque dans tous les cas, il créera la même chose, il créera quelque chose de différent. Au contraire, il faut en parler au maximum et réussir à avoir les meilleurs retours pour le faire évoluer et au plus vite. Merci Mathieu et merci Clara. Avant de parler du moment marquant que vous avez eu en tant qu'entrepreneur, il y a cette question qui revient souvent, c'est savoir en fait quand créer l'entreprise. Quand créer l'entreprise et également à quel moment déposer les statuts. Il y a toujours cette école de il n'est jamais trop tôt pour déposer les statuts, il n'est jamais trop tard, il y a le bon moment. Est-ce que vous pouvez nous donner votre retour d'expérience sur cette question? Alors nous, c'est vrai qu'on a repoussé un petit peu la création, l'immatriculation de la société, parce qu'en fait, voilà, au début, on avait une idée, c'était vraiment au stade de projet, et à partir du moment où on a obtenu notre premier financement, notre premier prêt d'honneur, là, il fallait qu'on ait une structure juridique qui soit créée. Donc c'est à ce moment-là en fait qu'on a créé la société et qu'on a déposé les statuts. Donc voilà. Je pense que c'est pas, à mon avis, c'est pas nécessaire de le faire trop tôt parce que ça engendre des frais administratifs et autres. Donc, à partir du moment où vous avez vraiment un partenaire ou une structure qui vous demande d'avoir une société qui soit immatriculée ou même un client, voilà. Là, vous pouvez immatriculer la société. C'est vrai que c'est cool, on se dit, ça y est, la société, elle est créée. Mais en vrai, voilà, c'est juste administratif, c'est une formalité. Donc, c'est pas nécessaire non plus de le faire trop tôt. Après, je sais pas, là, j'ai vu qu'il y avait quelques petites questions. Est-ce qu'on y répond à la fin ou est-ce qu'on... Ok, très bien. Voilà, c'est tout pour moi. Mathieu. Comme Clara, retarder au maximum le fait de déposer vos statuts. Il y a des choses, il y a des entreprises qui le font très bien, comme Captain Contrat, ça vous coûte 300 balles, ils vont déposer vos trucs au greffe avec des statuts un peu rapides et vous aurez votre boîte en 2 semaines, donc vous ne prenez pas la tête là-dessus, clairement. Je pense que dès que vous allez être buté, au moment où vous allez devoir toucher des premières subventions, qui est généralement la bourse French Tech, c'était à l'époque, qui était 30 000 euros pour les projets innovants ou pas. C'est à ce moment-là qu'on va vous demander des statuts et n'oubliez pas que ça peut être créé très très rapidement. Donc, soit vous avez une preuve de concept et un fournisseur qui va vous demander un RIB et un compte en banque pour tout simplement vous créditer, et ça c'est une très bonne nouvelle. Donc il faudra créer les statuts, mais retarder au maximum. Soit sinon vous allez faire preuve de malice pour essayer de trouver un super financement de la région ou du gouvernement qui vous permettra de renflouer les caisses. Mais ouais, n'oubliez pas que ça peut aller très très vite, vous ne prenez pas la tête là-dessus, encore une fois, au maximum l'échéance. Merci à tous les deux. Anna? Donc, petit challenge maintenant. Si vous pouvez dire seulement un moment, quel est le moment marquant de votre parcours d'entrepreneur? Mathieu, maintenant, pour commencer. Moment marquant d'entrepreneur, c'était peut-être il y a 2 ans, quand on a amené toute notre équipe à Las Vegas et qu'on est allé voir le concert de Drake ensemble
et qu'on avait amené l'un de nos mentors, qui était un mec de 60 ans, et qui a appelé sa fille et qui a dit « Ah, je peux pas te parler, je suis au concert de Drake actuellement ». Voilà, donc c'était assez drôle, et puis c'était une fierté de pouvoir ramener toute son équipe dans un salon comme ça à Vegas, à l'ancienne, quand on pouvait ne pas porter de masque, entre parenthèses, et serrer des mains pendant les salons. Donc c'était un très bon souvenir, donc gardons celui-là. Je rejoins à 100% Mathieu sur le masque dans le salon. Nous, on a fait Vegas cette année et c'est vrai qu'on avait le masque. Et nous, on n'avait pas Drake, on avait Katy Perry, mais bon, c'est cool aussi. Et moi, je dirais que si je devais vraiment retenir un moment, c'est en fait l'industrialisation de notre premier produit, vraiment le premier produit en série. C'est vrai qu'on l'a attendu, on a fait beaucoup d'années de recherche et développement, et quand on a eu ce premier produit qui a été industrialisé pendant le Covid, donc véritable challenge, c'était vraiment quelque chose de magique d'avoir ce premier de série entre les mains. Merci à tous les deux, super anecdote. Moi, en tout cas, j'adore. J'ai une question à Mathieu, du coup, en lien avec les institutions publiques. Tu me disais plutôt que tu avais travaillé du coup avec la police, du coup, la mairie de Paris, avec des mairies, notamment pendant la crise du Covid. Est-ce que tu peux nous faire un retour de ton expérience avec tes collaborations avec les institutions publiques, avec les collectivités, du coup, et quelles seraient tes recommandations? C'est vrai qu'on a souvent sur le terrain des demandes de travailler avec la région, travailler avec des mairies, ça met du temps. Mais en même temps, c'est un bon moyen, du coup, de rapprocher un peu les citoyens et d'apporter un peu plus de pratique dans ces institutions publiques. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce sujet? Déjà, il y a pas mal d'endroits où on peut rencontrer ces collectivités, ces personnes responsables de région. Il y a le hacking de l'hôtel de ville, que nous, on a fait plusieurs fois, qui était un endroit qui était assez sympa pour rencontrer tout ce petit monde-là. Encore une fois, si vous n'avez pas de boîte, vous pouvez quand même y participer. Donc, vous arrivez, vous rencontrez soit des responsables, soit des fonds d'investissement. Enfin, vous faites du réseau gratos, tout simplement, sur une journée ou deux, qui est quand même assez exceptionnel et un rendez-vous aussi un peu incontournable à Paris. Il y a le salon de l'entrepreneur aussi, qui sont des endroits aussi clés dans lesquels pas mal de responsables de région, BPI, etc. sont présents. Donc, vous allez vous les rencontrer directement sur les stands et puis vous pouvez aller demander de l'aide. Derrière nous, concernant notre histoire avec une des subventions qu'on a pu avoir pendant le Covid, forcément, la crise est arrivée, vous savez ce qu'il en est. On faisait partie des seuls fabricants de masques français spécialisés sur le marché à ce moment-là. Et on a eu l'occasion d'entendre à travers Sofiane, à travers des agents de région qui nous connaissaient, qui mettaient en place tout simplement une aide pour les personnes qui étaient possiblement dans la capacité de produire des masques de protection pour la population. Donc nous, on y a participé puisqu'on avait la flexibilité de pouvoir faire bouger notre industrie pour fabriquer des dispositifs médicaux rapidement pour différentes corps de métier, police, armée, mairie de Paris, etc. Et là, c'est allé plutôt vite parce que forcément, on était dans un cas d'urgence et les budgets se sont débloqués extrêmement vite. C'était environ une enveloppe de 350 000 euros, je crois, 300 000 euros sur un budget total de 600 000. Donc, c'était quand même extrêmement intéressant, ça tout en subvention. Donc, on remercie encore une fois la région de nous avoir aidés et nous avoir pu les aider aussi par rapport au move qu'on a pu faire là-dessus. Faut être extrêmement à l'écoute de ce type de subventions et de programmes. C'est vrai que c'est extrêmement difficile et chronophage de tout le temps aller sonder les nouveaux concours ou nouvelles enveloppes budgétaires qui peuvent sortir au niveau de la région, qui sont nombreuses chaque année, mais qui sont absolument pas à négliger puisque vous c'est des dossiers qui sont difficiles puisqu'il faut tout simplement remplir beaucoup d'Excel et beaucoup d'informations de comment vous allez dépenser l'argent, mais c'est quand on parle de subventions conséquentes, je vous conseille largement de vous y intéresser et de tout simplement le suivre au quotidien quand vous êtes sur vos débuts, parce qu'on en reparle, l'argent va vous aider forcément à aller plus vite sur le développement de votre projet. Merci Mathieu. Clara, peut-être un mot à ajouter justement par rapport à tes relations, tes liens avec les collectivités, ce que tu as pu avoir, en tout cas ton retour.
Nous, on a bénéficié d'une aide qui s'appelle PME, puisqu'en fait, on est lauréat du plan Relance Industrie, puisqu'en fait, on contribue à la réindustrialisation de la France. C'est une subvention d'un montant qui est vraiment intéressant et qui nous permet vraiment de nous développer, puisqu'on est sur 440 000 € de subvention. Voilà, c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont assez phares et qui sont mises en place par la région, comme par exemple la réindustrialisation de la France. Enfin voilà, il y a pas mal de sujets, la santé et autres. Et à partir du moment où vous rentrez dans ces cases et que voilà, vous avez aussi une démarche écologique et innovante, vous pouvez tout à fait candidater pour pouvoir bénéficier de ces aides qui sont mises en place pour aider les entrepreneurs et faire en sorte que l'activité se développe sur le territoire francilien, puisque c'est l'objectif premier. Donc voilà, n'hésitez pas, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, à aller regarder un petit peu les aides, mais surtout à vous rapprocher des chargés de mission de la région Île-de-France, comme Soufiane, parce que voilà, c'est vrai que pour le coup, c'est lui qui nous a tenus informés des différentes aides et qui justement nous a mis en relation avec les bonnes personnes. Donc c'est super important de bien échanger avec votre chargé de mission. Merci Clara. Justement, avant de poser la question du Made in France, et puis pour terminer justement sur le sujet des aides, donc Clara, tu disais que tu as bénéficié de tes PMUP, du coup, Mathieu, c'était PMUP Covid-19 du coup pendant la crise, donc vous avez bénéficié de plusieurs aides, accompagnement, au-delà des aides de la région dédiées aux étudiants lorsque vous étiez étudiant entrepreneur, entre le prix Pépite, les fonds Région Pépite, les prix Pépite Startup Île-de-France, du coup, vous faites partie tous les deux de la deuxième promotion du programme. Vous avez aussi essuyé les plâtres à l'époque lorsque ça a été lancé. Donc, vous avez répondu en partie à la question. Donc, quel conseil donner à vous, à des étudiants entrepreneurs qui sont sursollicités ou ont des difficultés à identifier les aides les plus adaptées à leurs besoins? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est en fait pour vous, qu'est-ce qu'un bon programme d'incubation et d'accélération? C'est vrai qu'il y a énormément d'acteurs. Quand on est étudiant entrepreneur, c'est toujours assez difficile de savoir quel est le bon programme, où aller, quel est celui qui est fait pour moi. Donc du coup, quelle est la bonne aide du coup, et comment répondre à ces offres qui sont assez nombreuses? Vous avez 1 heure. Il y a plein de questions là, Soufiane. Alors, la première question, c'était sur les étudiants en fait qui sont sursollicités ou ont des difficultés à identifier les aides les plus adaptées à leur besoin. Ok, pour réussir à identifier les bonnes aides, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de se rapprocher du chargé de mission. C'est important également de pouvoir participer à des événements qui sont mis en place, comme l'événement d'aujourd'hui où vous avez pu rencontrer des experts. Ça, c'est vraiment du plus, parce que nous, par exemple, moi en tout cas, je sais que j'avais pas ça à mon époque, et je trouve que c'est une super initiative. Moi-même, avec mon état d'avancement actuel, j'ai pu en bénéficier et rencontrer des experts qui m'ont permis de pouvoir m'apporter des conseils et me recommander certaines aides. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de pouvoir participer à ce type d'événement. Après, par rapport aux structures d'accompagnement, c'est vrai qu'il y en a énormément. Nous, on a aussi été sollicités par des structures qu'on n'a pas rejointes. Je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte, parce que aussi, c'est vrai que toutes les structures d'accompagnement ne sont pas qualitatives. Voilà, ça c'est important. Il y en a qui ne sont pas qualitatives du tout. Et donc, c'est important de rencontrer la structure pour que vous puissiez aussi échanger avec les personnes en charge de cette structure, avoir aussi votre propre ressenti, votre propre feeling par rapport à justement cette structure en question, que ce soit un incubateur ou un accélérateur. N'hésitez pas à échanger aussi avec les startups qui sont accompagnées par la structure justement en question et qui vous intéressent potentiellement. Et puis, je pense que c'est important, comme j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir sélectionner des structures qui sont en adéquation avec l'état d'avancement. Voilà, par exemple, c'est juste pour vous donner un exemple, nous, LVMH, c'était beaucoup plus sur le développement commercial. Donc, par exemple, quand on était au début de notre projet, c'était beaucoup moins pertinent pour nous qui n'avions pas de produit d'être accélérés par une structure comme celle-ci. Donc, voilà, c'est vraiment essentiel de pouvoir jauger et de trouver une structure adaptée.
Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. C'est parfait et en plus dans le bon sens. Et Mathieu, du coup, merci Clara, c'était parfait. J'ai pas grand-chose à ajouter, c'est vrai que ça a été bien résumé par Clara. Encore une fois, il faut faire attention et bien se renseigner en amont auprès de startups éventuellement qui sont déjà un petit peu d'incubateurs ou d'endroits qui peuvent faire évoluer. J'aimerais ajouter qui peuvent être liés un peu aux concours qui sont organisés par les grands groupes qui ont besoin de ramener un peu d'innovation dans leur société qui sont un peu old school. C'est très intéressant. Faut pas s'y perdre non plus. Regardez et consultez éventuellement les lauréats des années dernières pour voir si c'est en adéquation tout simplement au niveau de votre société. Mais ça peut être extrêmement intéressant pour la visibilité, l'accompagnement et surtout les cash prize qui sont mis en place là-dessus. Nous, on en a fait quelques-uns sans se perdre non plus. Il y en a pas mal qui nous ont bien aidés. Il y en a où c'était plus de visibilité que de cash prize, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent vous permettre d'être mis en avant et de valoriser votre société vraiment auprès de différents types de réseaux. Donc, chose à ne pas négliger non plus, mais attention de ne pas s'y perdre et de ne pas devenir une bête de concours auprès de tout ce que vous pouvez trouver autour de vous. Merci Mathieu. Ouais, effectivement, c'est un peu l'excès. Passer plus de temps à aller chercher, aller à la chasse aux subs plutôt que de travailler sur son projet. Anna, du coup, je te relaisse la main. Sur la question du Made in France, donc Sophia en a évoqué, vous avez fait le choix stratégique de produire en France. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette décision, prendre cette décision, quel challenge et quel impact pour vous et pour votre entreprise? Et voilà, est-ce que cette stratégie a été renforcée ou comptez-vous la revoir éventuellement? Pardon, je n'ai pas dit. Clara? Alors, nous, c'est vrai qu'on a fait le choix de fabriquer en France pour avoir un contrôle sur la qualité, pour pouvoir favoriser les circuits courts, pour garder la main également sur nos actifs phares comme les brevets. Et également pour contribuer à la réindustrialisation de la France. Aujourd'hui, ça nous convient pleinement. Ce n'est pas du tout une stratégie qu'on va revoir. Au contraire, c'est une stratégie qu'on va renforcer, notamment avec l'ouverture de notre second site de production qu'on vient de faire. Et voilà, on est très content de fabriquer en France et de pouvoir bénéficier du label Made in France. Nous aussi, on est extrêmement contents, mais malheureusement aussi, on n'avait pas le choix. Il faut savoir qu'on est les seuls à faire aujourd'hui dans le monde ce type de technologie de filtration. Donc, on a un peu été confronté au fait malgré le fait d'essayer de trouver des partenaires, que ce soit en France ou en Europe, personne n'existait à ce niveau de performance-là. Donc, on a dû nous-mêmes créer notre module industriel, qui sont des machines spéciales assez complexes. On a pu bénéficier aussi d'aide financière de la banque pour financer ce type de gros. Et on a décidé de s'installer pendant le Covid aussi à Longjumeau, dans une usine qu'on a entièrement refaite pour tout simplement avoir la proximité. On est assez content de Station F. Quand ça roule, on est à 15 minutes. Quand ça roule pas, on est à 1 heure. Mais bon, c'est la proximité de pouvoir contrôler un petit peu ce qui se passe là-bas et d'être sûr que les évolutions et la qualité de production restent impeccables comme on a l'habitude de faire. Donc, assez content, mais c'est vrai que c'est assez difficile. On comprendra que certains peuvent être tentés éventuellement d'aller chercher d'autres partenaires industriels dans d'autres pays d'Europe ou même au-delà de l'Europe. Si vous avez l'opportunité, moi je vous dirais que allez-y, clairement, il n'y a pas à blâmer les gens qui font des choses en dehors de la France, mais c'est toujours plus facile dans tous les cas au début d'avoir des partenaires qui ne sont pas très loin, que vous pouvez contrôler, que vous êtes sûr que vous allez pouvoir échanger sur des petits volumes. Et derrière, encore une fois, c'est surtout le contrôle et la distance, quoi. Si vous commencez à bosser avec Chine et qui vous font des pièces plastiques qui vous envoient jamais, c'est toujours très difficile de se rendre en Chine, surtout en ce moment, quand vous avez une quarantaine qui est extrêmement complexe. Donc voilà, après, nous, on est très contents de continuer à industrialiser en France, même si on sait que pour le packaging, on ne fera jamais en France parce que personne ne fait de packaging en France, il ne faut pas se mentir. Si acheter des boîtes en carton qui sont faites en Chine, ça fait 200 ans qu'ils font ça, au bout d'un moment,
en termes de compétitivité et en termes de qualité. Donc, il faut savoir jauger entre l'équilibre industriel et financier et la qualité et essayer de regrouper les deux. Nous, on a réussi à avoir cet équilibre aujourd'hui et on est très fiers de pouvoir contribuer aussi au tissu économique français avec cette usine dans le sud de Paris. Merci. Avec plaisir pour te donner le nom de mon prestataire. Des très bons conseils. Avant de parler des questions du public, avant de laisser la place au public pour leurs questions. Alors Mathieu, finalement, tu n'as pas pu assister au rendez-vous. Toi, Clara, toi, qu'est-ce que tu as pensé, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, qu'est-ce que tu as pensé des rendez-vous de cet après-midi sur l'événement au global? Est-ce que tu peux nous rappeler, tu as vu donc Jocelyn Le Testu pour la partie internationalisation de mémoire, ou je me trompe peut-être? Oui, en fait, j'ai vu plusieurs personnes pour la partie internationalisation, pour la partie financement également. Du coup, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était des rendez-vous qui étaient très pertinents, avec des échanges très professionnels et très riches, des mises en relation pertinentes. Voilà, les experts que j'ai rencontrés ont su me faire des recommandations adaptées, même si, par exemple, ce n'était pas forcément les interlocuteurs sur le sujet que j'avais en question. Ils ont su me rediriger vers d'autres interlocuteurs. Donc voilà, vraiment, c'était une super bonne initiative et je suis vraiment très satisfaite d'avoir pu participer à ces rendez-vous. Pour info, donc, j'ai rencontré donc, Jocelyn Le Testu, Pierre Basseras et Hamid Selmani, et ils ont tous les trois été vraiment top. Merci à toi, Clara. Je vais couper ma cam 2 minutes pour brancher mon ordinateur. Je suis désolée, je ne suis pas très vite là. Et je reviens dans 2 minutes. Il n'y a pas de... Anna, du coup, je te laisse poser la dernière question avant qu'on commence, avant que le public se pose des questions. Bien sûr, merci Sofiane. Donc, bon, la dernière question, on a déjà évoqué pas mal de sujets aujourd'hui. Bon, vous avez déjà partagé beaucoup de conseils avec nos étudiants entrepreneurs et nos alumni aussi, bien sûr. Donc, on a parlé de la participation au salon, aux rencontres avec des différents experts et notamment la région, aller aux rencontres des experts de la région, d'autres partenaires. Il y a eu aussi la question de l'adaptation des incubateurs à vos états d'avancement. Donc, ce que je vous propose pour cette dernière question du jour, avant de passer aux questions des participants, c'est d'autres conseils ou un premier conseil pour chacun, pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, Clara, tu es déjà là, voilà. Je t'invite à te lancer. Ok, moi du coup c'est un petit récap finalement de ce qu'on a dit, parce que pour moi les conseils phares, on en a parlé, c'est-à-dire de bien s'entourer, d'avoir des bons mentors, des bonnes structures d'accompagnement, avoir un bon réseau. C'est vrai que quand on débute, on n'a pas forcément un réseau entrepreneurial qui est riche, mais voilà, faut pouvoir le créer au fil du temps, et surtout ne jamais rien lâcher. Vraiment être déterminé, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il y a énormément de bons côtés. On voit souvent d'ailleurs tous les bons côtés de l'entrepreneuriat, mais c'est pas toujours rose, donc c'est important, mais ça fait partie du jeu, hein. Donc c'est important de rien lâcher. Merci. Mathieu? Le conseil qui pour moi est le plus important, c'est n'oubliez pas de parler de votre projet, même si vous êtes à maturité zéro de ce dernier. Encore une fois, n'ayez pas peur de croire que quelqu'un va vous le piquer, c'est faux. Il faut constamment essayer de le confronter à des personnes qui sont soit vos amis, soit votre famille, ou soit sont juste des inconnus, pour lui poser la question de qu'est-ce qu'il en pense, qui sera encore plus avec vous en termes de réponse. Prenez des week-ends, essayez de couper, parce qu'on sait que c'est généralement assez intense la vie d'entrepreneur, puisqu'on est à 400%, et on peut oublier de temps en temps d'essayer de faire des pauses et de se libérer la tête, parce que ça permet aussi tout simplement de s'évader et d'essayer de sortir de cette case. On est enfermé 24 heures sur 24 dans nos heures de travail. Et dernièrement, encore une fois, mais tout le monde le sait, c'est développer, c'est bien, mais trouver de l'argent pour continuer à le faire évoluer et le propulser, c'est mieux. Donc, essayer constamment, en parallèle du développement, d'essayer d'être des financements au fur et à mesure pour avoir une projection et une vision à plus de 6 mois sur son entreprise. Donc, il faut savoir se rattraper
à des lianes à chaque fois et des branches. Et ces branches-là sont des crédits, des banques, des subventions, des augmentations de capital ou des très gros deals qui pourront vous permettre tout simplement d'être autonome, c'est toujours mieux, pour continuer à avancer l'aventure et surtout à le faire évoluer au-delà des limites françaises. Donc voilà. Merci à tous les deux. Alors, on va maintenant passer aux questions du public. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vois une première question, du coup, c'est Kevin de Omnicity qui dit « On ne le dit jamais assez, mais il faut toujours mettre ses efforts dans le projet. Donc, finalement, peu importe le statut, la cible ou autre, on teste et on voit. » Qui veut répondre? On parle de statut, on parle de la partie administrative? Oui, je pense. Bon, Enfin, après, moi, Ah, ok. Bah, moi, j'ai déjà répondu, hein, peu importe. Non, nous, on n'est pas. On n'avait que dalle. Hein, donc, c'était des trucs copier-coller. À peine, on a changé le nom de l'ancienne entreprise qui avait mis ses statuts. Donc, on a failli se gourer en le déposant. Vous prenez pas la tête là-dessus. C'est un peu une bête noire. Vous allez vous tuer à mettre de l'argent par les fenêtres, par des trucs qui sont pas importants. Donc, foncez, et dès que ça deviendra sérieux, ou dès que vous allez lever des fonds, de toute façon, vous serez peut-être accompagné par une banque d'affaires ou autre, ça sera l'occasion de remettre le nez dedans et de reconstituer des statuts plus intéressants qui seront payés par vos investisseurs ou autres, puisqu'eux mettront de l'argent pour payer des avocats qui sont très coûteux et très chers pour tout remettre à plat. Donc voilà, au début, vous ne prenez pas la tête là-dessus. Je ne sais pas si c'était une autre version, Clara, mais moi, c'est la mienne. Écoute, moi, je suis entièrement d'accord. Enfin, ce que Kevin a dit, il faut toujours mettre ses efforts dans le projet. Alors oui, ça, c'est certain. Après, peu importe la cible, on teste et on voit. Alors, c'est sûr que les tests, c'est important. Après, pour moi, la base, le début, c'est quand même de faire une étude de marché. C'est quand même, enfin voilà, c'est important. Donc voilà, le test, c'est essentiel, bien sûr. Et en plus, la cible, elle peut évoluer, elle peut être affinée. Mais c'est quand même important aussi de faire une étude de marché, et l'investissement et la détermination, oui, toujours. Ok, merci. Anna, je te laisse répondre. On va avoir deux questions pour Clara, donc sur l'incubation à L'Oréal. Donc, quel conseil pour intégrer l'incubateur de L'Oréal? Et je continue, juste comme ça, c'est une réponse complète. Est-ce que l'incubateur de L'Oréal accompagne aussi financièrement? Et est-ce qu'il est réservé aux projets purement technologiques? Voilà. Alors, je sais que la thématique d'incubation des startups a un petit peu évolué. Maintenant, ils sont beaucoup plus centrés sur l'expérientiel. Avant, ils accéléraient des marques de cosmétiques. Maintenant, ils sont plus sur l'expérientiel, par exemple, des devices qui peuvent aider justement à améliorer l'expérience beauté, ou aussi des projets technologiques beauty tech. Après, vous pouvez candidater sur le site qui s'appelle l'orealopeninnovation.com. Nous, c'est comme ça qu'on a fait. En fait, on a candidaté et ensuite, on a eu plusieurs entretiens, un pitch, et c'est comme ça qu'en fait, s'est déroulé le processus pour pouvoir rejoindre leur accélérateur. Après, l'objectif même de l'incubateur de L'Oréal, c'est pas le financement, c'est vraiment l'accompagnement. Je sais que là, ils se sont associés à HEC. Et justement, en faisant partie de l'incubateur de L'Oréal, on a la possibilité de pouvoir avoir accès à tout ce qui va être financement et fonds du côté de HEC. Donc aussi, ils mettent en relation pour pouvoir justement aller chercher des financements et éventuellement une levée de fonds. Donc voilà, je sais également que L'Oréal a un fonds d'investissement en interne. Donc voilà, il y a plusieurs pistes. Après, tout dépend du projet, tout dépend de l'intérêt. Voilà, je peux pas répondre exactement à cette question, mais voilà, à la base, c'est de l'accompagnement. Merci. Une question pour tous les deux. Donc, il y a Adrien du projet Nios qui demande: est-ce que vous avez eu des difficultés à prendre contact avec des fournisseurs de matières premières alors que votre activité n'était pas encore développée? Demande d'échantillons, informations sur les stocks, prix. Ça vous concerne aussi tous les deux, du coup. Vous avez des projets tech. Ouais. Alors,
Je pense que c'est vrai que quand on débute, on peut manquer de crédibilité vis-à-vis, de partenaires potentiels. Donc c'est important, de les contacter en leur disant où est-ce que vous souhaitez aller et de les faire rêver, de leur vendre du rêve et qu'ils aient envie de participer à votre projet et qu'ils aient envie de vous accompagner, parce que, forcément au début ils vont dire: «Bon, c'est pas crédible, la boîte elle est toute petite, elle est même pas créée» et cetera. Donc c'est vraiment à vous de faire en sorte de leur vendre, votre mission et votre produit. Donc ça, c'est la première chose. Et après, là, forcément, des difficultés au niveau des matières premières, des composants électroniques avec le Covid, la guerre en Ukraine. On est en plein dedans, quoi. Bien répondu, il faut surjouer les choses et les faire rêver en leur disant que vous allez sûrement partir sur une commande de 20, 30, 40 000 produits, même si au fond, vous savez que ce sera difficile au tout début. Avoir une belle landing page, savoir que si les gens vont sur votre site, il ne faut pas que ce soit un truc trop pourri non plus. Donc une belle présentation en surface et une visibilité sur plusieurs années avec des volumes intéressants, c'est toujours plus intéressant pour essayer d'attirer l'attention de certains fournisseurs. Après, si les fournisseurs sont réticents, il y en a plein. Donc, n'hésitez pas à vite switcher et surtout avoir des solutions de repli A, B, C, D, E, F, surtout dans le hardware. Il faut savoir que du jour au lendemain, tu as un des partenaires, son usine elle brûle, il met la clé sous la porte, il met d'autres choses. Si toi, tu n'as pas de backup, tu es mort. Surtout si une de ces pièces constitue l'entièreté de ton produit, ça nous est arrivé, c'est pour ça que je recommande ça chaudement. Ayez plusieurs fournisseurs. Ça vous permettra de faire déjà jouer les prix. Ça vous permettra surtout d'avoir une solution de repli si l'un des deux prend feu. Donc voilà, toujours intéressant et obligatoire d'avoir différents players. Merci à tous les deux. Donc, encore une question pour tous les deux de Luca de chez Gusto. À quel stade de votre projet avez-vous été incubé par Station F? Faut-il un projet très avancé pour intégrer l'incubateur? Alors en fait, Station F a son propre programme d'incubation, mais il faut savoir qu'en fait, à Station F, il y a plein de programmes. Il y a le programme L'Oréal, le programme LVMH, le programme HEC, le programme Pépite. Et en fait, vous pouvez intégrer Station F via un programme autre que le programme de Station F. Et en fait, vous avez des programmes pour tout type d'avancement. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de règles phares pour pouvoir intégrer Station F en tant que telle. Voilà, vous pouvez vous rendre sur le site de Station F et prendre connaissance de tous les programmes d'incubation et d'accélération et sélectionner le programme qui est le plus en adéquation avec votre ADN et votre état d'avancement. En effet, il y a plein de programmes à Station F, il y a un calendrier qui est disponible, donc n'hésitez pas à postuler à tout cela. L'intérêt est de voir aussi la maturité de votre projet et puis s'ils sont intelligents, ils vous répondront intelligemment, favorablement ou pas, ce qui est toujours une bonne chose pour savoir où est-ce que vous en êtes. Et en dehors de Station F, n'oubliez pas qu'il y a aussi plein d'autres programmes du réseau Entreprendre, des BGE, tout ce que vous voulez avec les régions qui peuvent vous accompagner aussi. Donc là, même si ce n'est pas en physique, dans des bureaux, que c'est à distance. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font à distance. Il vous faut au moins un accompagnant ou un mentor qui va tout simplement vous permettre de vous challenger au moins 1 à 2 fois par semaine, peut-être, pour être sûr. Donc, ou demandez à Sofiane, demandez à Anna. Ils vous enverront des adresses où vous inscrire pour être suivi par des mentors. Merci à tous les deux. Alors, je vous propose d'en arrêter là parce qu'il reste encore 2-3 minutes avant que la plateforme se coupe. Elle a été programmée pour durer 1 heure. Je voudrais vous remercier du coup Clara et Mathieu. Merci pour votre temps et merci pour vos réponses et votre retour d'expérience. Je trouve que c'était vraiment très riche. On a eu des réponses qui étaient vraiment très, très intéressantes. Je voudrais également remercier c'est la fin du coup de cette masterclass et donc de cette première édition des rendez-vous experts région Pépite. Je voudrais déjà remercier les agents de la région qui ont fait le pari de participer à cette première initiative. J'ai eu des bons retours. On espère que vous, du côté des participants, vous avez eu des rendez-vous intéressants. Et pour ceux qui n'ont pas pu voir tous les agents de la région, on reviendra vers vous prochainement. Effectivement, certains agents ont été assez sollicités. En tout cas, merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez compter en tout cas sur la région et sur les pépites pour continuer à vous aider à vous accompagner sur votre projet, que vous soyez
quel que soit le niveau d'avancement. Vous voyez que Mathieu et Clara, du coup, après avoir quitté les pépites, on a continué encore à les suivre et que peu importe le niveau d'avancement, il y a une aide régionale pour vous aider. Donc, je vous dis à très bientôt. On revient vers vous et puis je vous souhaite une belle fin de journée et je voudrais encore remercier Clara et Mathieu pour votre temps. Merci à tous. beaucoup. Salut. Salut.